Alors aujourd'hui, dans Parlons-en, une question, la France est-elle gagnée par la pauvreté? Alors que les grandes associations d'aide aux plus démunis lancent en ce moment leur campagne d'hiver, elles font toutes le même constat. Dans la 6e économie mondiale, le nombre de bénéficiaires de ces aides ne fait qu'augmenter année après année. Un chiffre. Les Restos du Cœur ont distribué en 1985, année du lancement à la radio de Coluche, 8 millions de repas. Ils en ont distribué 160 millions l'an dernier. Alors voilà, cette question, la pauvreté était une fatalité française. Question que je vais poser à mes invités jusqu'à 10h45. Leïla Yacoub, Simon-Pierre Sanguérac et Henriette Steinberg. Bonjour à tous les trois. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en. Et c'est parti. Yacoub. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes responsable plaidoyer, justice fiscale et inégalité chez Oxfam. Bonjour Simon-Pierre Sanguérac. Bonjour. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'économie à la Fondation Jean Jaurès. Et à vos côtés, Henriette Steinberg. Bonjour à vous. Bonjour. Secrétaire nationale du Secours populaire qui donne le top départ de cette campagne des Pères Noël verts à l'occasion des 80 ans du Secours populaire. Vous nous direz dans un instant de quoi il s'agit. Hier, ce sont, je le disais, les Restos du Cœur qui ont lancé leur 41e campagne d'hiver, 40 ans après l'appel de Coluche, qui n'imaginait pas un seul instant que son idée de cantine pour les plus démunis, lancée à la radio en 1985, allait avoir cette ampleur et cette durée. Avant de discuter du sujet qui nous intéresse et de tenter de répondre à la question que je posais en introduction, on va écouter Sylvain Rousseau, qui s'est rendu il y a quelques heures dans un centre des restos du Cœur près de Poissy. Des pâtes, des légumes, des protéines, des produits laitiers, des desserts également. Tout est en place dans ce centre de Poissy pour accueillir les personnes dans le besoin. Parmi la centaine de bénévoles, Martine Verrier, 10 ans d'expérience et chaque année, elle voit la situation se dégrader de plus en plus. Plus de monde, beaucoup plus de monde et des personnes un peu différentes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup d'étudiants, maintenant on a des étudiants, donc ça prouve qu'ils ont de plus en plus de difficultés. Et on s'aperçoit cette année qu'on a refusé des personnes qui jusqu'à présent ne venaient pas, mais on les refuse parce qu'elles, c'est terrible à dire, elles gagnent trop d'argent par rapport à notre seuil, qui a un tout petit peu baissé, malheureusement aussi. Et en fait, ces personnes-là, jusqu'à présent, elles arrivaient à subvenir à leurs besoins alimentaires et elles ne peuvent plus. Donc effectivement, le renchérissement du coût de la vie fait qu'elles viennent. Des bénéficiaires de plus en plus nombreux et des dons de plus en plus difficiles à collecter. Au total, l'année dernière, au niveau national, 161 millions de repas avaient été distribués par les Restos du Cœur. On en attend un petit peu plus cette année. À l'origine, les Restos du Cœur ont été fondés il y a 40 ans et ne devaient durer qu'un hiver. Année après année, ce sont plus de bénéficiaires, plus de repas distribués et moins de dons, ou en tout cas des dons plus compliqués à aller chercher. Henriette Steinberg, au Secours populaire, vous faites le même constat ? Excusez-moi. Pas sur la baisse des dons. Pour nous, il n'y a pas de baisse des dons, il y a plutôt une progression. Mais je voudrais dire que quand Coluche a lancé cette campagne, il a rencontré Julien Lauprêtre avant de la lancer. Qui était, rappelez-nous ? Qui était le président du Secours populaire français. Et il lui a dit, la situation est intolérable, je vais le lancer, et après tu prends. Et Julien Lauprêtre a dit, écoute, on verra après. Et après, il y avait largement de la place pour les deux, et de plus en plus. Et pour le Secours populaire, c'est incompréhensible. Parce que la richesse du pays n'a pas décru. Mais il y a beaucoup plus de pauvres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qui ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas le Secours populaire qui va pouvoir résoudre. Mais en revanche, évidemment, on appelle à plus de solidarité, plus encore, parce que de nouvelles catégories de population sont concernées. C'est ce qui vient d'être dit, en particulier chez les étudiants. C'est quand même une histoire qui est folle, parce que dans notre système, ça ne devrait pas arriver. Et pourtant, ça arrive. Donc, quand même, il y a des personnes aux commandes qui devraient prendre en compte le sujet.
Et on va essayer d'explorer quelques-unes de ces pistes. Et on va commencer par faire le constat de la situation de la France aujourd'hui. Je le rappelais, 6e puissance mondiale, 9 millions de pauvres dans l'Hexagone. C'est presque 15% de la population française, Leïla El-Akoum, aujourd'hui. Oui, c'est une part importante qui est de plus en plus importante. L'INSEE a révélé récemment que le taux de pauvreté aujourd'hui qui a été atteint est le plus haut depuis 30 ans. Où est-ce qu'on le fixe, le taux de pauvreté aujourd'hui ? Le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian. Oui, voilà. Il y a plusieurs seuils, mais celui qui est communément admis, et les chiffres que vous présentez à l'écran, c'est 60% du revenu médian. Ça veut dire à peu près ? Ça veut dire environ 1 200 €, entre 1 200 et 1 300 € par mois. Par mois. Leïla, oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui évolue, et donc on se retrouve aujourd'hui avec le taux de pauvreté le plus important depuis 30 ans. Sur ces mêmes 30 dernières années, vous avez la fortune des personnes les plus riches de notre pays qui, elle, a été multipliée par 14. Ce que ça me permet de dire, de faire cette remarque, c'est que c'est pas anodin pour nous, ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est pour ça qu'à Oxfam, on a vraiment à cœur de parler des inégalités, parce qu'elles vont ensemble. Quand vous avez une minorité qui s'enrichit, une redistribution qui s'abîme, qui ne fonctionne plus bien, vous avez aussi une augmentation de la pauvreté. Et ça, c'est vraiment un problème. Quand on a en effet toutes ces ressources dans notre pays, ce n'est pas normal qu'on ne prenne pas les mesures politiques qui conviennent pour pouvoir mieux redistribuer les richesses. Et la redistribution et les services publics, c'est l'outil le plus efficace qu'on connaisse aujourd'hui et qui malheureusement est de plus en plus abîmé au lieu d'être renforcé. Les statistiques aujourd'hui, Simon-Pierre Sanguérac, alors il y a différentes façons de recenser la pauvreté. Vous l'évoquiez à l'instant, on va se fixer sur ceux de l'INSEE, ce revenu médian. Donc, la pauvreté en France a régressé dans les années 70-80 et depuis, elle ne fait qu'augmenter. Ça, les statistiques, quelle que soit la méthode de calcul, vont dans le même sens. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une stabilité de la pauvreté, et puis aujourd'hui, la pauvreté a tendance à augmenter à nouveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et Leïla El-Akoum le disait il y a un instant, c'est qu'il faut, à mon avis, un petit peu distinguer le sujet des inégalités qui, elles, ont explosé, notamment du fait de l'enrichissement du top 1 et du top 0,1% des plus riches de ce pays, du sujet de la pauvreté, qui est un sujet assez différent en réalité. Parce que la pauvreté, on dit, elle est polyfactorielle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent de peu de revenus, mais qui ne sont pas forcément considérées comme pauvres. Et votre magnéto le montrait. Parfois, il y a des personnes qui sont juste au seuil. En revanche, la France se distingue aussi par un élément qu'on appelle d'intensité de la pauvreté. L'intensité de la pauvreté, c'est des personnes qui sont loin du seuil de pauvreté. Pauvres, mais en fait très pauvres. Et ces personnes-là, pour pouvoir les aider à s'en sortir, finalement, on n'a pas forcément les bons outils. La redistribution ne suffit plus pour les sortir de la pauvreté. On a besoin, ce sont des personnes qui sont exclues, donc on a besoin d'un accompagnement social, parfois un accompagnement psychologique, on a besoin aussi de liens familiaux, et le tissu associatif, et notamment le tissu associatif local, est un acteur essentiel pour ramener en quelque sorte ces personnes dans la société, avant même de parler de leur donner de l'argent en quelque sorte. C'est un peu un sujet par étapes. Sachant qu'il y a un fossé, je le voyais en préparant cette émission, entre l'Hexagone et les territoires ultramarins, notamment sur la question de la très grande pauvreté. Là, c'est pire. Là, les chiffres sont effectivement exponentiels. Alors, on parle de pauvreté. Est-ce qu'on ne devrait pas parler de pauvreté au pluriel, tant effectivement, et c'est ce que racontait cette dame au Resto du Cœur, les profils sont différents. Elle évoquait notamment les étudiants. Est-ce que ce sont des nouveaux pauvres, d'une certaine façon, Henriette Steinberg, aujourd'hui en France ? Manifestement, il y a une augmentation de la pauvreté chez les étudiants. Et on l'a vu dans notre dernier sondage, ça explose. Mais qui est dû à quoi ? Et qui est dû au fait que... alors, est-ce que c'est le niveau des bourses ou est-ce que c'est l'ensemble des coûts annexes qu'ils ont pour survivre ? Moi, je ne vais pas vous dire si le premier, c'était la poule ou le premier, c'était l'œuf. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les étudiants et les étudiantes sont face à des difficultés bien plus considérables. Alors, est-ce que le niveau des bourses rapportées aux conditions de vie font que... de toute façon, avec la bourse, ils n'y arrivent pas, quoi. Mais pour nous, ça va plus loin que cela. Et nous les avons rencontrés, nous les rencontrons, et nous les appelons à venir au Secours populaire. Pas simplement parce qu'ils sont en difficulté, mais parce qu'ils sont et elles sont capables d'agir à la fois
pour aller mieux, ils et elles, mais aussi pour en aider d'autres. Et notre préoccupation tient beaucoup à ce que les étudiants se cachent. Ils ne veulent pas que ça se voie. Et donc, on essaye de trouver des dispositifs qui leur permettent de venir, de contribuer à des activités. Et au milieu de ces activités, on entend les conditions dans lesquelles ils vivent. Vous faites le distinguo entre les étudiants et les étudiantes parce que parmi ce qui touche spécifiquement les filles, il y a la précarité menstruelle notamment. Il y a différentes sortes de précarité. Et si je puis dire de façon un peu rapide, les filles se plaignent moins. Mais ce n'est pas pour ça que la situation est meilleure. Et donc, à partir du moment où ils et elles franchissent la porte, on arrive à trouver, non pas des solutions définitives, mais en tout cas, une intégration dans un collectif de personnes qui leur permet de se dire que peut-être elles vont pouvoir en sortir. Et en ce qui concerne les étudiantes, en particulier, l'une des difficultés complémentaires, c'est lorsqu'elles ont repris des études un peu plus tard et qu'elles ont aussi charge d'enfants. Et alors vraiment, là, rien n'est pensé pour elles, ni de près ni de loin. Ce sont les formes actuelles de la pauvreté. Ce n'est pas simplement un phénomène urbain, c'est aussi un phénomène dans les milieux ruraux où, de surcroît, les personnes essayent de se cacher des situations dans lesquelles ils vivent parce qu'ils s'en sentent responsables. Et l'une des démarches du Secours populaire, c'est de dire « Non mais attendez, vous faites tout ce que vous pouvez, on va essayer de vous aider, mais ne vous sentez surtout pas coupable. » La culpabilité qui vient en rajouter aux difficultés de l'existence. Et à l'angoisse. Et à l'angoisse, on a évoqué les étudiants, les familles monoparentales aussi font partie des premiers bénéficiaires des aides aujourd'hui. Oui, les familles monoparentales, c'est une des parts qui est vraiment importante aujourd'hui dans l'enjeu de la pauvreté dans notre pays et qui est du coup aussi un enjeu féministe parce que ces familles monoparentales, c'est très très majoritairement des femmes qui subissent de plein fouet les différentes crises, les différentes choses qui leur sont défavorables dans la société et les responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis des problèmes aussi assez courants en termes de non-reversion par exemple des pensions, de ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très politique. On a aussi, nous, des mesures de fiscalité féministe qui sont pensées pour ces questions-là. Mais en effet, aujourd'hui, ces pauvretés et ces difficultés-là, elles sont aussi genrées. Elles sont aussi liées, en effet, à l'âge et aux différentes étapes de la vie. Et tout ça, c'est politique. Là, on parlait des jeunes. C'est pas anodin que ce soit aussi difficile pour les jeunes, alors qu'ils sont, en fait, en réalité, la seule partie de la population qui est exclue aujourd'hui de l'accès au RSA. Donc, à un minimum vital, de manière autonome, indépendante, qui ne soit pas liée à leurs parents, alors même que les difficultés, on le sait, économiques de notre pays sont très importantes et que ça peut être très difficile et très problématique de travailler en même temps qu'on étudie, par exemple. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, aussi une idée reçue sur la pauvreté, il n'y a pas... Il y a des actifs qui bénéficient aujourd'hui des aides des associations là-dessus, Henriette, mais peut-être vous d'abord, Simon-Pierre Sangarra, Oui. c'est pas parce qu'on travaille qu'on peut nécessairement vivre de son travail aujourd'hui en France. Et exactement. Alors déjà, actifs, il y a les actifs occupés, c'est-à-dire les travailleurs pauvres, et puis il y a les chômeurs, les actifs qui sont en recherche d'emploi. Et les chômeurs sont l'un des principaux foyers de pauvreté en France, ce qui d'ailleurs bat en brèche l'idée que lorsqu'on dépend des aides, finalement, on est un assisté et on vit très bien. Oui. Non, en réalité, les chômeurs... Voilà, les chômeurs sont pauvres, voilà, il faut le dire. En revanche, vous avez aussi raison de dire que lorsqu'on a un emploi, on peut aussi être pauvre. Et le phénomène des travailleurs pauvres, qui était pendant très longtemps un phénomène américain, en réalité, c'est-à-dire un phénomène de pays qui ont une protection sociale, un État-providence beaucoup moins développé que la France, c'était un phénomène qu'on voyait loin de nous. Et finalement, ce phénomène s'est rapproché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes actives qui, en touchant le SMIC, sont malgré tout pauvres. Et là-dessus, il faut être très clair, il y a 3 chiffres à connaître. Je vous en ai déjà donné un, je vais vous en donner 2 autres. Aujourd'hui, le SMIC net mensuel est à 1 420 €. On a dit que le seuil de pauvreté était à 1 288 €. Donc déjà pas très loin du SMIC. Mais plus encore, et ça permet de comprendre pourquoi les jeunes sont pauvres, le montant mensuel des dépenses contraintes est de 1 100 € en moyenne. Ce qui veut dire que lorsque vous touchez un SMIC, 1 400 €, vous êtes en fait à un accident de vie de basculer dans la pauvreté. Ça peut être la voiture qui tombe en panne, ça peut être perdre son emploi, ça peut être tomber malade et avoir une couverture de soins qui n'est pas optimale. Donc en fait, il y a véritablement un problème aussi de niveau de salaire, du travail qui ne paye pas suffisamment
pour s'en sortir aujourd'hui. Et est-ce que, Henriette Steinberg, précisément, des remarques, des discussions que vous avez avec vos bénéficiaires, venant s'ajouter à l'angoisse, à la culpabilité, il y a une incompréhension de ne pas pouvoir aujourd'hui précisément vivre de son travail, de son activité? Bien sûr qu'il y a une incompréhension, mais le Secours populaire essaye d'abord de permettre aux personnes de reprendre leur souffle et de contribuer elles-mêmes à la solidarité par l'activité qu'elles peuvent déployer auprès de ceux et celles qui sont à côté d'eux ou d'elles. Mais c'est aussi une façon de combattre. Et à partir du moment où les uns et les autres acceptent qu'ils n'ont pas à se sentir coupables de la situation dans laquelle ils sont, ça leur redonne de l'énergie pour à la fois se sentir mieux, et puis pour comprendre que quand il y a un déploiement de la solidarité autour d'eux, autour d'elles, ils ont capacité, eux et elles, à prendre des responsabilités pour la conduire vers d'autres. Parce que pour nous, c'est tout à fait clair, on ne va pas régler le problème d'un coup de baguette magique, mais en revanche, si les personnes concernées comprennent qu'elles ne sont en rien responsables de la situation dans laquelle elles sont, du coup, elles peuvent reprendre de l'énergie pour voir comment c'est possible d'en sortir et trouver d'autres formes d'activité, de recherche de ce qui est possible, parce qu'elles s'interdisent, beaucoup d'entre elles, s'interdisent de demander ceci ou cela, parce qu'elles se disent, on est déjà là-dedans, et puis si on demande, peut-être on va nous supprimer ce qu'on a. D'autant qu'il y a des expériences, et parce qu'en même temps, elles se sentent coupables de la situation dans laquelle elles sont. Et pour nous, au Secours populaire, la première des démarches, c'est de combattre ce sentiment de culpabilité. Elles n'y sont strictement pour rien, elles vivent aujourd'hui, et la société doit s'occuper d'elles. Si elles ne s'en occupent pas, elles peuvent contribuer à faire société en agissant avec d'autres. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'elles ont plus, mais elles se sentent mieux et elles retrouvent de l'énergie pour chercher d'autres activités ou d'autres formes d'études. Pour nous, c'est clair qu'il y a un besoin absolu de ne pas se sentir coupable de la situation dans laquelle on est. Simon-Pierre Sanguirac, on a évoqué les étudiants, les familles monoparentales. Il y a quelques années, on disait que les seniors, les retraités, étaient l'une des catégories de population qui étaient pas épargné, mais en tout cas un peu plus éloigné de ces questions de précarité. Est-ce que ça aussi, c'est en train d'évoluer et de changer? Alors, c'est plutôt l'inverse. Il y a, pendant très longtemps, et d'ailleurs depuis l'existence de l'humanité, la vieillesse était associée à la pauvreté. Parce que lorsqu'on n'avait plus les moyens de travailler, on n'avait plus les moyens de subvenir à ses besoins. Et donc, on comptait notamment sur la solidarité familiale. Et là-dessus, la sécurité sociale est vraiment venue transformer, c'est vraiment une bascule civilisationnelle qui s'est passée, avec la mise en place des retraites, du système par répartition. On est venu corriger grandement ce problème. Et aujourd'hui, on voit qu'en moyenne, le niveau de vie des retraités est légèrement supérieur à celui des actifs. Donc, sans dire que le problème a été réglé, on a néanmoins trouvé la solution pour que être vieux ne soit plus automatiquement associé à être pauvre. Cela étant dit, la vieillesse est toujours associée à certaines formes de pauvreté. Et essentiellement, c'est le cas des femmes aujourd'hui. Parce que les retraités femmes aujourd'hui ont moins cotisé, moins travaillé que leurs époux, dans un système du marché du travail très 20e siècle, où souvent la femme s'arrêtait de travailler pour éduquer les enfants, ou alors aidait le mari qui, lui, avait une activité sans forcément cotiser. Et il y a deux foyers de pauvreté résiduelle chez les retraités. C'est les femmes dans le milieu agricole, parce que souvent l'exploitation se faisait à deux et c'était le mari qui récupérait les revenus. Et la femme travaillait, mais de façon complètement dans une zone grise. Dans une zone grise et s'occupait aussi des tâches domestiques, ce qui n'était pas valorisé économiquement. Alors, ce qui n'est dans aucun milieu, pour le coup. Par ailleurs, est toujours une réalité évidemment dans l'économie. Et le deuxième foyer, c'est le commerce et en particulier la restauration. Là-dessus, les politiques publiques, contrairement à ce qui existe pour les jeunes, ont essayé de corriger un petit peu ce problème en installant notamment le minimum vieillesse qui a été placé
à 1 000 € par mois. Alors 1 000 €, si vous avez suivi depuis le début, c'est en inférieur dessous, ouais. du seuil de pauvreté, mais c'est déjà 1 000 €, ce que n'ont pas aujourd'hui les jeunes, et notamment les jeunes boursiers. Les bourses vont difficilement jusqu'à 1 000 €. Et puis, il y a toujours le minimum contributif qui permet de compenser en quelque sorte la sous-cotisation retraite tout au long d'une vie pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un minimum de niveau de vie au niveau des retraites. C'est insuffisant, mais ça permet au moins de montrer que des solutions existent. Avant d'arriver, j'aimerais qu'on essaie de lister les raisons pour lesquelles on en arrive là où on en est aujourd'hui. Leïla Yacoub, peut-être ma question paraît étrange, mais ça veut dire quoi être pauvre? Alors on a dit une question de revenus, bien sûr, mais dans le quotidien, vous évoquiez tout à l'heure, Simon-Pierre Sangarac, le fait qu'on ne peut pas faire face à une dépense imprévue de santé, de voiture ou que sais-je. Mais en fait, la pauvreté, elle se loge dans énormément de choses. La pauvreté ordinaire, des questions de pouvoir se nourrir, bien sûr, mais aussi se chauffer ou simplement rendre la vie un peu plus douce. Oui, alors sur l'expérience du quotidien, Henriette qui est sur le terrain saura probablement mieux l'illustrer. De fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème qui n'est plus résolu alors qu'on a des solutions très concrètes qui existent, comme ça a déjà été évoqué. Concrètement, aujourd'hui, on a une grande pauvreté qui s'est installée crise après crise. Les pauvres ont beaucoup plus subi, et une grande partie de la population, d'ailleurs pas seulement la part la plus pauvre, parce qu'il y a aussi un appauvrissement notamment de ce qu'on appelle les classes moyennes, a subi crise après crise, inflation après inflation, des choses très difficiles, dans le même temps dans lequel, presque étrangement, la même minorité ultra riche dans cette même population a continué à s'enrichir dans ces mêmes périodes-là. Donc vous avez des choses qui ont été faites, qui sont politiques pour pouvoir améliorer normalement la situation économique, qui ont bénéficié plus à certains qu'à d'autres et qui laissent aujourd'hui une population dans une situation d'appauvrissement encore plus important. Là encore, les derniers chiffres de l'INSEE continuent de montrer que que le niveau d'inégalité entre les deux s'est accru et que les 10% les plus pauvres aujourd'hui se sont encore appauvris par rapport à l'année dernière. C'est une situation qui est complètement absurde quand on a des choses très très concrètes pour pouvoir y répondre, en effet, en termes de santé, de capacité à pouvoir se réchauffer, à avoir accès à l'électricité, à pouvoir vivre dans des conditions décentes et dignes. C'est des questions à la fois de logement, d'alimentation, mais aussi en effet de pouvoir sortir de ce discours culpabilisant qu'évoquait Henriette, et qui est un discours qui est omniprésent et qui lui aussi est très politique, qui est très présent dans les médias, qui était très présent dans la manière dont les politiques présentent les problèmes, en donnant l'impression que le problème de la France, c'est telle ou telle dépense pour les pauvres qui serait trop importante, ou comment est-ce qu'ils vont dépenser telle et telle aide, alors que concrètement, on a fait des milliards, des dizaines, des centaines de milliards de cadeaux aux plus riches, aux grandes entreprises, sans aucune condition pendant ces dernières décennies et ces dernières années spécifiquement. Pendant ce temps, on n'a pas utilisé cet argent pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Sur ce que veut dire l'expérience de la pauvreté aujourd'hui, Henriette Steinberg, et pour faire référence à cette opération des Pères Noël verts que vous lancez aujourd'hui avec le Secours populaire, elle dit beaucoup et elle fait écho à ce que vous disiez sur la culpabilité. Je lisais ce chiffre, un parent sur deux aujourd'hui en France, 49%, éprouve de la honte de ne pas pouvoir offrir à son enfant le cadeau qu'il souhaiterait pour les fêtes de fin d'année. D'aucuns pourraient dire cyniquement que c'est pas la priorité d'offrir un cadeau à ses enfants pour les fêtes de fin d'année, quand les priorités sont peut-être de s'alimenter ou de se chauffer. Mais en fait, ça dit beaucoup de choses, ça. Alors, bien sûr, ça dit beaucoup de choses. Mais il y a un élément complémentaire de ces dernières années que nous n'avons pas encore mentionné et qui, à mon sens, doit être pris en compte impérativement. C'est la casse des services publics. Et la suppression. Alors l'argument, c'est la numérisation. Maintenant, on peut tout faire par un ordinateur. Si vous demandez à l'ordinateur de vous faire à manger, vous me direz ce qu'il en est de votre consommation. Déjà, il faut que vous ayez l'électricité, hein, parce que quand même. Et les dispositifs qui font que les services publics de proximité dans les collectivités territoriales ont grandement régressé. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais à mon avis, on a largement tort. C'est pour ça que j'en parle. Parce que concrètement, dans la mesure où il y avait des CCAS Dites-nous ce que c'est qu'un CCAS. dans les centres communaux d'action sociale liés et dans le dispositif municipal, les personnes en difficulté de la commune pouvaient prendre contact avec le CCAS. On a pensé, alors ça c'est l'une des conséquences
de la Covid et derrière de la fermeture de toute une série de services publics. Et du coup, on a pensé qu'en supprimant le service public, on allait supprimer la pauvreté. Je ne sais pas qui sont les génies qui ont inventé ça, mais le concret, c'est que du coup, de proximité, il reste les antennes du Secours populaire ou des collègues des autres associations. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec le reste ? On n'a pas diminué les impôts locaux, on n'a pas diminué les impôts du tout. Donc, il y a une évolution, on va dire, organisée. Je ne sais pas si elle est... Je ne dirais pas qu'elle a été pensée de façon maléfique, mais dans la réalité, quand les centres communaux d'action sociale n'ont plus les moyens, quand on dit mais on va trouver une solution avec des bus, alors, le Secours populaire a mis en place un dispositif pour aller aussi près que possible des gens, mais enfin la puissance publique, elle a oublié quelle est la puissance publique. Et donc pour nous, ces aspects-là, c'est ce qu'on vit de façon concrète. Et on invite les uns et les autres à prendre la mesure de la chose et à ne pas se dire bon c'est tant pis, maintenant on n'a plus. Et puis il faut y aller et dire c'est pas possible, on a besoin. Alors dans les antennes du Secours populaire, dans les comités du Secours populaire, évidemment ils sont les bienvenus, mais c'est pas là qu'il y a l'argent. Et par ailleurs, vous faites écho aussi à un vrai sujet, celui de la numérisation des services publics, en tout cas ceux qu'il en reste, qui d'une certaine façon met à l'écart aussi, Simon-Pierre Sanguérac, ceux qui n'ont précisément pas forcément accès, ou pas forcément les clés, ou pas forcément les codes pour se dépêtrer. Pas forcément d'ordinateur, pas forcément l'électricité pour nourrir la bête. Pour se dépêtrer dans ce labyrinthe numérique qui parfois est celui des services publics français. Oui, tout à fait. Là-dessus, la notion essentielle à retenir, c'est celle du non-recours. C'est qu'on a la chance en France, plus que dans d'autres pays, d'avoir un État social large, avec énormément de dispositifs d'aide à tous les étages, que ce soit l'État, la sécurité sociale et même les collectivités locales lorsqu'elles le peuvent. Mais on observe que ces aides, finalement, ne sont pas autant utilisées qu'elles pourraient l'être. C'est-à-dire qu'on estime qu'une certaine population, donc par exemple les 10 millions de pauvres en France, auraient le droit à certaines aides, que ce soit les minima sociaux, le RSA, ou bien certaines aides complémentaires pour s'aider à alimenter, pour payer la facture d'énergie. Mais entre un tiers et la moitié des bénéficiaires n'y ont pas recours. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, c'est des personnes qui pourraient bénéficier de la solidarité nationale et qui vivent dans une plus grande précarité parce qu'elles ne demandent pas de l'aide. Elles ne demandent pas de l'aide à la fois parce qu'elles ont un sentiment de culpabilité, Henriette l'a dit, mais elles ne demandent pas de l'aide parce qu'elles ne savent pas où trouver l'aide. Elles ne savent pas où trouver l'aide parce qu'on a effectivement fermé les guichets qui créent une relation humaine de proximité dans les collectivités et parce qu'on a complexifié parfois à outrance certaines procédures administratives dans le but justement que ce soit plus compliqué d'avoir de l'aide. Alors là, il faut faire attention, c'est pas forcément maléfique. En revanche, ce qu'on observe, et c'est bien de le comparer avec d'autres types d'aides, c'est qu'on a très très peur en France de la fraude. Et donc, on va essayer de demander aux pauvres ou aux personnes précaires de justifier qu'elles ont véritablement besoin du RSA, du minimum social qu'elles réclament. Ceci, il faut le mettre en comparaison avec les 211 milliards d'aides aux entreprises qui sont versées chaque année, sans pour autant qu'on demande le même justificatif aux entreprises. Donc d'une part, il y a une forme de contrôle social excessif qui est fait sur les plus précaires, sur les plus vulnérables, ce qui produit du non-recours et donc ce qui installe finalement la pauvreté sur le long cours, alors que dans le même temps, l'État est très généreux vis-à-vis des entreprises et à de nombreux égards, pourquoi pas, mais il y a davantage d'abus qui gênent beaucoup moins l'État à ce sujet-là. Donc là, il y a sûrement un sujet de recréer des guichets humains pour avoir du lien social et sûrement simplifier les démarches administratives parce que lorsqu'on a des personnes en plus grande précarité, on n'a pas forcément la bande passante, excusez-moi l'expression, pour remplir des CERFA. CERFA étant des documents administratifs voilà. Dont les Français ont le secret. Ce discours de méfiance ou d'accusation sous-jacente du pauvre qui serait un peu coupable et un peu fraudeur. Alors, il ne date pas de 2025, il a une histoire très ancienne. Il a des relais politiques et médiatiques forts encore aujourd'hui. Vous le rappeliez tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est un discours qui est très présent
et qui a une fonction politique en réalité, qui permet de dédouaner les responsables de leur prise de décision et donner l'impression que quand on est en difficulté, au lieu de devoir s'en référer à l'État, à sa mairie, à son guichet, et de se sentir légitime à le faire, que ce soit aller au secours populaire ou à son centre d'impôt local, c'est des choses qui devraient être complètement normales, qui constituent notre état social, qui font qu'on a un pays qui devrait faire la fierté de notre pays, qui font qu'on a un pays sain, on prend soin les uns des autres. Au lieu de ça, on a un retournement des responsabilités qui permet de dédouaner politiquement des décisions qui privilégient une minorité d'ultra-riches et de grandes entreprises au détriment des autres. Et ça, c'est un véritable problème politique, c'est que cet outil de culpabilité fait que c'est beaucoup plus difficile de se sentir légitime à demander, à réclamer, à se dire « attendez, là, c'est pas normal, je reçois moins, je suis moins aidé », parce qu'on est censé se sentir déjà extrêmement redevable, voire honteux, voire se cacher, ne pas assumer qu'on reçoit de l'aide. Or, la redistribution, c'est quelque chose qui est juste. On a un système qui a été pensé pour être progressif, redistributif. On voit que le niveau des inégalités qui est très élevé en France, qui a un record aujourd'hui en France dans son niveau, on voit que ce qui l'aide un petit peu quand même ce niveau d'inégalité, c'est justement la redistribution. Ça a été montré par l'INSEE, ça fait quasiment diviser par 2 le niveau d'inégalité. Donc ça, on a des solutions très concrètes pour aller contre ça. Concrètement, si vous avez un hôpital public qui fonctionne mieux, qui a les moyens, ça coûte pas forcément tant que ça. Les syndicats demandent 6 milliards à l'échelle des 211 milliards dont on parlait pour les grandes entreprises. C'est vraiment rien du tout. Un hôpital qui va mieux, c'est un hôpital où on n'a pas honte d'aller demander de l'aide, où on ne laisse pas ses problèmes de santé s'aggraver parce qu'on a peur qu'aller chez le dentiste nous coûte toutes les économies de notre vie. Et in fine, ça coûte plus cher à la collectivité. Exactement, parce que vous avez des problèmes qui s'aggravent, les maladies aussi, ça se propage, les difficultés, ça se propage quand on ne peut plus s'en traiter les uns les autres. Donc, vous avez aussi une question de dignité qui est importante, dans laquelle des associations comme la vôtre sont extrêmement importantes pour redonner cette dignité aux gens, mais malheureusement, ça devrait aussi être le rôle de l'État, de ne pas culpabiliser, de ne pas faire honte, mais d'aider pleinement, de faire baisser ces taux d'inégalité, ce taux de pauvreté, et on a les moyens de le faire. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Ce que vous dites me fait penser à ce que disait à l'époque Robert Badinter, qu'il faudrait ajouter au triptyque républicain liberté, égalité, fraternité, le mot de dignité. Avant de poursuivre notre échange, je voudrais qu'on essaie de situer la France par rapport à ses voisins européens. C'est important. Est-ce que la situation est plus grave ici qu'ailleurs? On le disait, 10 millions de pauvres en France. À l'échelle de l'Union européenne, c'est 1 Européen sur 10. Alors, quid de la France? On voit ça en images et on en reparle juste après. Près de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France en 2023, soit plus de 15% de la population française. C'est du jamais vu depuis que ces chiffres sont comptabilisés. Ce taux reste toutefois inférieur à la moyenne de l'Union européenne. En revanche, le nombre de personnes dites modestes en France est plus élevé que chez la plupart de nos voisins. Cela concerne 12,6% des Français contre 11,7% de la moyenne des Européens. Pour être considéré comme modeste, un ménage doit gagner entre 60 et 75% du niveau de vie médian dans son pays, soit entre 1 140 et 1 420 € par mois et par personne en France. Les familles monoparentales, en grande majorité composées de femmes, sont particulièrement touchées par la précarité. 39% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. La France occupe même la 4e place en Europe pour le taux de pauvreté de ces familles. Autres catégories les plus précaires, les étudiants, les moins de 25 ans et les chômeurs. En revanche, les retraités semblent légèrement moins exposés. 10% d'entre eux sont pauvres dans l'Hexagone, contre 15% en moyenne dans le reste de l'UE. Voilà, comparé avec le reste de l'Union européenne, et ça fait écho à ce qu'on disait au début de cette émission, autour des étudiants et des familles monoparentales, la France a des mauvais résultats par rapport aux moyennes de nos voisins européens. Alors, on le disait tout à l'heure, la France, 6e puissance mondiale, un modèle social revendiqué, qui est puissant, qui est important. Pourquoi on en est 40 ans après l'appel de Coluche à 160 millions de repas distribués? On a parlé de la dégradation de l'emploi, du coût de la vie. Est-ce qu'il y a un déterminisme social qui est propre? Non, il y a une fermeture des services publics. Ouais. Je veux dire, il faut quand même pas oublier ce petit détail. Il y a une fermeture des services publics. À partir du moment où les personnes
ne sont pas en mesure de faire entendre leurs droits, parce que les services dont c'est la charge, ils ont été fermés, ils ont été remplacés par des ordinateurs. Le jour où vous verrez un ordinateur qui vous donne ce dont vous avez besoin, vous me montrerez comment c'est possible. Et pour ce qui concerne le secours populaire, on le constate. 2, on ne reste pas, si je puis dire, l'arme au pied. Et c'est pour ça aussi qu'on développe l'éducation populaire. Pour que les personnes se sentent investies de la possibilité d'agir. Parce que elles le vivent comme un état de fait. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face aux mastodontes qu'on a en face? Il n'y a personne qui nous répond. En plus, ils sont toujours fermés. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Donc, nous, on prend la question aussi autrement, c'est-à-dire le fait de pouvoir être en contact avec ceux dont c'est la charge, ceux et celles dans les services publics, mais aussi que ce soit diffusé et connu, et qu'on revienne à ce qui est de l'éducation populaire, et qu'on revienne aussi à des notions de citoyenneté, et qu'on réencourage les personnes à s'inscrire sur les listes électorales. Tous ces éléments-là, qui sont des éléments de vie ensemble, et qui permettent aux uns et aux autres de dire s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord. Si on les ferme, eh bien on se trouve devant des situations où on a des fractions de population qui se sentent complètement oubliées. Et c'est en particulier extrêmement puissant dans le monde paysan et chez les jeunes, parce que même dans le monde paysan, ils font aussi des enfants, ils grandissent, et il y a des jeunes, et ils n'existent pas. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas enregistrés, bien sûr, ils sont enregistrés, mais ils ne sont pas pris en compte dans les soutiens qui peuvent être apportés. Et les collectivités concernées elles-mêmes sont petites, et donc elles n'ont pas de moyens. Et la conception de l'égalité sur tout le territoire, qui devrait être un principe général, il est peut-être général, mais pas mis en pratique. Et donc nous, ça, ce sont des éléments concrets qu'on voit et qu'on rencontre quand on circule à partir de nos antennes qui sont sur le terrain, y compris en milieu rural, et les comités qui leur sont proches. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des bus de la solidarité, pour aller là où sont les gens. Sur la question du déterminisme social aujourd'hui en France, Simon-Pierre Sanguérac, Pardon que je perds ma feuille. Quand on est pauvre aujourd'hui en France, est-ce qu'on a encore plus la probabilité qu'on se sorte de cette pauvreté est encore plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était avant? Oui, il y a une dégradation à ce sujet, même si là, il faut apporter une petite nuance. Contrairement à d'autres pays, la France a des mécanismes qui permettent de sortir de ce déterminisme, notamment du fait des aides. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'on est assez inefficace, notamment par le biais de l'école. Qui est censé être l'outil majeur, avant même de parler de la redistribution monétaire. L'école est censée offrir un socle commun à tous, pauvres et riches, pour justement essayer de s'en sortir mieux que ses parents. Aujourd'hui, on observe que le système français, pour autant égalitaire, pour autant gratuit et pour autant universel, a tendance à renforcer les inégalités. Rajouter à cela une situation économique qui, contrairement à il y a une cinquantaine d'années ou même une trentaine d'années, est beaucoup plus tendue. Le taux de croissance stagne et est relativement faible. La productivité du travail également est relativement faible. Cela fait que lorsque vous rentrez à l'école, vous avez une grande probabilité d'en sortir avec un niveau de qualification et donc des emplois qui sont proches de vos parents. Et une fois sur le marché du travail, de gagner un niveau de salaire qui va être relativement stable tout au long de votre vie et ce qui va alimenter le sentiment que le travail ne paye plus. Eh bien ça, ce sont les deux faces du déterminisme social. Vous n'avez pas pu vous en sortir à l'école à faire des études qui vous permettent de gagner mieux votre vie. Et une fois en emploi, vous n'aurez pas la capacité de progresser autant que nos parents ou nos grands-parents qui rentraient par une certaine porte dans l'entreprise et pouvaient ensuite progresser, prendre des responsabilités et ces responsabilités être associées à un meilleur salaire. Donc c'est une fatalité ? Il y a une forme de fatalité là-dessus. Il y a une autre nuance à apporter, c'est que, et c'est malheureusement une nuance qui à mon avis est insuffisante, c'est qu'on a un système redistributif qui est très performant en France. Il y a plus de la moitié des Français qui sont des bénéficiaires nets de notre système de redistribution. Ça veut dire qu'ils payent moins d'impôts que ce que les services publics
public et ce que l'État leur redonne, en école gratuite, en soins gratuits, en aide sociale, etc. Cela étant dit, on ne pourra pas s'en sortir seulement avec ce mécanisme de redistribution. On a besoin que notre économie soit plus performante. On a besoin d'avoir des emplois qui soient mieux rémunérés. On a besoin de changer nos méthodes de management pour laisser plus de place à la prise d'initiative individuelle dans l'entreprise, pour faire en sorte qu'on soit plus innovant et que notre économie, en quelque sorte, ait davantage de productivité. Cette productivité, demain, sera associée à des emplois mieux payés, à un plus grand dynamisme, et donc on peut l'espérer, mais c'est seulement une espérance à ce stade, un taux de pauvreté un petit peu plus faible. Voilà, il y a l'espérance et le constat de la réalité. On se rappelle en 2018, premier mandat d'Emmanuel Macron, un discours très fort où il avait quasiment promis d'éradiquer la pauvreté. On est 7 ans plus tard, constat d'échec. Pourtant, des solutions existent. Oui, c'est un bilan catastrophique, il faut le dire. Là, on vient quand même de voir les chiffres de comparaison avec l'Union européenne sont honteux. On est censé être un des pays les plus riches de ce continent quand même, qui a énormément de moyens. Tout un tas de mesures ont été mises en place depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui ont trait à l'économie, qui ont trait à la fiscalité. Quasi l'ensemble de ces mesures ont eu tendance à bénéficier beaucoup plus aux plus riches et n'ont pas permis d'éradiquer la pauvreté dans notre pays. Et on continue d'avoir un discours à la fois culpabilisant, comme on le disait, mais aussi un discours parfois de fantasme, de dire aux gens, et notamment aux jeunes, que ce qu'ils doivent souhaiter, c'est de aussi devenir des milliardaires, comme si c'était une question de travailler dur, etc. Ce qui engendre ensuite des situations très difficiles, voire humiliantes pour les gens qui travaillent dur, qui essaient de faire des études parfois envers et contre tout, qui ensuite donnent tout sur un marché de l'emploi qui est devenu très difficile, pour se retrouver dans des situations malgré tout de précarité, alors qu'on leur vend un rêve qui n'est pas accessible. Là où je voudrais quand même dire que il y a une fatalité, mais qu'il n'y en a pas vraiment, c'est que toutes ces choses qu'on a évoquées aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent changer. Ce n'est pas des choses qui sont immuables pour toujours, auxquelles on ne peut rien faire. C'est des choses contre lesquelles on peut lutter collectivement, parce que c'est des choses qui dépendent de décisions politiques. Donc qui en effet dépendent de nos votes, dépendent de la mobilisation citoyenne, dépendent de tout un tas de choses. Mais pour ça, il faut avoir conscience qu'il y a un problème politique aujourd'hui avec le traitement de la pauvreté, avec le fait, là en ce moment, on discute de notre budget, du budget de l'État. Donc c'est pour tout le budget pour l'année prochaine, pour 2026. Dans ces discussions, on continue de nous donner l'impression qu'on a un problème en France qui fait qu'on devrait dépenser moins, donc dépenser moins pour les services publics, pour la redistribution, pour les aides, qu'il faudrait grappiller les euros par-ci par-là, alors que la situation est extrêmement grave. On l'a vu tout au long de cette émission, la situation est extrêmement grave. La première priorité, ça devrait être de s'attaquer à ça, aux inégalités, à la pauvreté. Au lieu de le faire, de s'en donner les moyens, d'aller chercher l'argent là où il est, dans les cadeaux qu'on a fait aux plus riches notamment, dans l'ISF qu'on a supprimé, dans la taxe humaine qui a été beaucoup débattue ces derniers mois, on préfère continuer et rejeter. On préfère continuer à donner l'impression que c'est la faute de tout un chacun, c'est la faute des pauvres s'ils le sont. C'est pas la réalité aujourd'hui, mais ça c'est aussi quelque chose qui donne de l'espoir, parce qu'on peut avoir de l'espoir aussi par la lutte, par la mobilisation et par le fait d'interpeller ceux qui décident de tout ça. Pas de fatalité, Ariane Sadmer ? Alors, pas de fatalité, c'est sûr, mais l'idée selon laquelle il faudrait rappeler largement, en termes d'éducation populaire, qu'on peut protester tout ce qu'on veut, mais si on ne s'inscrit pas sur les listes électorales, on ne peut pas penser que ça va tomber du ciel. Donc, il y a toute une série d'éléments qui sont dans le champ éducatif, et pour nous, qui sont des questions vraiment importantes. Parce qu'à partir du moment où les personnes mesurent qu'avec un certain type de démarche, peut-être elles vont pouvoir peser, peut-être pas pour elles, mais en tout cas sur la situation de leurs enfants, on renoue avec une réalité de relations possibles entre les différentes catégories de population. Et l'idée selon laquelle c'est venu par un miracle désastreux et que personne n'en est responsable, c'est une hypothèse que je laisse à ceux qui en ont l'idée. Mais pour ce qui nous concerne au Secours populaire, nous expliquons aux personnes que si elles sont citoyennes de ce pays, elles doivent à la fois être aidées, et c'est ce qu'on fait, mais elles doivent aller s'inscrire sur les listes électorales. On ne leur dit pas pour qui elles doivent voter, mais qu'elles fassent société. L'idée selon laquelle il y a d'un côté les populations qui sont aidées, et celles-là, elles n'ont pas voix au chapitre. Oui. Parce que déjà, il faut qu'elles soient contentes d'être aidées. Et les autres.
C'est pas du tout la démarche du Secours populaire. Et c'est pour ça qu'on a un programme, un projet, une démarche d'éducation populaire. Parce que les personnes ont elles-mêmes des possibilités d'agir. Mais c'est pas parce qu'elles ont des possibilités d'abord qu'elles s'en saisissent, et ensuite que ça va se faire du jour au lendemain. Mais ça se construit. Et vous parliez des Pères Noël verts. Les Pères Noël verts sont exactement dans cette démarche. Un mot sur les Pères Noël verts. Et puis Les après, Pères Noël verts sont exactement dans cette démarche. Parce que où est-ce qu'il va, le Père Noël vert ? Il va aider le Père Noël rouge à apporter ce qui est demandé par les enfants. On ne se substitue pas. Mais on sait que par la solidarité populaire, et la solidarité populaire au vrai sens du terme, parce que ça veut dire qu'ils contribuent, y compris des gens qui ne se disent que pourquoi est-ce qu'ils feraient pour le Secours populaire ? Ah, mais oui, le Père Noël, ça nous parle. Et donc, pour nous, c'est vraiment important parce que, d'abord, ça permet aux enfants d'avoir un Noël comme les autres. Et c'est aussi la possibilité dans la population, dans les classes, à l'école, quand les vacances de Noël sont terminées, de dire oui, moi aussi j'ai eu. Et c'est la construction de l'avenir. C'est le rôle de notre dispositif Enfants copains du monde, en France et dans le monde. Merci beaucoup Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire, d'être venu sur ce plateau. Simon-Pierre Sanguerac, merci beaucoup, de l'Observatoire de l'économie à la Fondation Jean Jaurès, co-directeur. Et Leïla Yacoub, plaidoyer justice fiscale et inégalité à Oxfam. Merci beaucoup. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure.